Le destin scellé d'Edith Sassou, comment son père l'a mariée à Omar Bongo, coulisses mystiques, étincelles parchemin. Bonjour tous. Bienvenue sur Planète Info TV. Dans les annales complexes et souvent opaques de la France-Afrique, ce réseau d'influences croisées entre la France et ses anciennes colonies africaines, les mariages entre les familles régnantes ont souvent joué un rôle bien plus significatif que de simples unions personnelles. Ils étaient des actes diplomatiques, des scellés d'alliances stratégiques, des fusions de dynasties cherchant à pérenniser leur pouvoir et à stabiliser leur sphère d'influence mutuelle. Le mariage, en 1989 ou 1990, les sources varient légèrement sur l'année exacte, entre Omar Bongo Ondimba, le président quasi inamovible du Gabon, et Edith Lucie Sassou Nguesso, la fille du puissant président congolais Denis Sassou Nguesso, s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Cette union entre le patriarche chevronné de Libreville, alors âgé de plus de 50 ans, et la jeune et brillante médecin de Brazzaville, de plus de 30 ans sa cadette, n'était pas le fruit du hasard ou d'une romance fortuite. Elle fut, selon toute vraisemblance, le résultat d'une rencontre soigneusement orchestrée et d'une décision mûrement réfléchie, motivée par des considérations politiques, stratégiques et familiales profondes. Comprendre comment Omar Bongo a rencontré Edith Sassou, qui a joué le rôle d'entremetteur, et comment ils sont parvenus au mariage, c'est plonger au cœur des mécanismes du pouvoir en Afrique centrale à la fin des années 1980, où les destins personnels étaient intimement liés aux calculs géopolitiques et aux ambitions dynastiques des hommes forts de la région. Cet article se propose de reconstituer cette histoire, en explorant le contexte, les acteurs clés, les motivations probables et le cheminement qui a conduit à l'un des mariages présidentiels les plus commentés et politiquement significatifs du continent. Omar Bongo Ondimba, le patriarche gabonais en quête de stabilité et de prestige. Au moment de sa rencontre avec Edith Lucie Sassou Nguesso, Omar Bongo était déjà une figure politique légendaire, bien qu'à l'époque encore loin d'achever son règne de 42 ans. Arrivé au pouvoir en 1967, succédant à Léon Mba avec l'appui de la France, il avait transformé le Gabon, petit pays riche en pétrole, en une sorte de monarchie présidentielle où son autorité était quasi absolue. Maître de la longévité, Bongo avait survécu à de nombreuses crises politiques, tentatives de déstabilisation et changements géopolitiques grâce à une combinaison unique d'habileté manœuvrière, de redistribution clientéliste des revenus pétroliers, de contrôle étroit sur l'appareil sécuritaire et de relations privilégiées avec la France. Il était un pilier de la France-Afrique, un interlocuteur incontournable pour Paris et un médiateur influent, bien que parfois controversé, dans les conflits régionaux. Personnalité complexe, petit par la taille mais doté d'un charisme certain et d'une intelligence politique redoutable, Bongo était connu pour son mélange de bonhomie apparente, de ruse et d'une autorité implacable. Il gérait le Gabon comme son domaine personnel, entretenant un réseau complexe de loyauté et de dépendance. Vie personnelle et mariage précédent, sa vie personnelle était également bien remplie. Son mariage le plus connu avant Edith fut celui avec Marie-Joséphine Kama, devenue Patience Dabani après la conversion, temporaire, de Bongo à l'islam. Chanteuse célèbre, elle était aussi la mère de plusieurs de ses enfants, dont Ali Bongo Ondimba, qui lui succédera à la présidence. Cependant, ce mariage s'était soldé par un divorce en 1986. À la fin des années 1980, Bongo était donc officiellement célibataire ou du moins sans première dame attitrée de premier plan, une situation qui, pour un chef d'État africain de sa stature, pouvait paraître incomplète. Besoin de stabilité et de prestige, après le tumulte de son divorce et dans un contexte politique régional et international en mutation, fin de la guerre froide, pression croissante pour la démocratisation, Bongo pouvait aspirer à une nouvelle union qui apporterait non seulement une stabilité à sa vie personnelle, mais aussi un surcroît de prestige et, surtout, des avantages politiques tangibles. Un mariage avec la fille d'un voisin puissant et influent comme Sassou Nguesso cochait toutes ces cases. Cela renforcerait son image de patriarche régional, consoliderait une alliance clé et apporterait une première dame jeune, éduquée et potentiellement capable de jouer un rôle positif sur la scène publique. 2. Denis Sassou Nguesso, l'homme fort de Brazzaville et les calculs d'une alliance dynastique. De l'autre côté du fleuve Congo, et de la frontière terrestre, régnait une autre figure majeure de l'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso. Militaire de carrière, il était arrivé au pouvoir à Brazzaville une première fois en 1979,
à la tête d'un régime d'inspiration marxiste-léniniste, le Parti congolais du travail, PCT. Un parcours tumultueux, contrairement à la stabilité, relative, du Gabon de Bongo, le Congo-Brazzaville avait connu une histoire post-coloniale beaucoup plus agitée, marquée par des coups d'État, des assassinats politiques et une instabilité chronique. Sassou Nguesso lui-même avait été écarté du pouvoir au début des années 1990 lors de la transition démocratique, avant de revenir par les armes en 1997 après une guerre civile sanglante. À la fin des années 1980, il était cependant solidement installé au pouvoir, mais devait constamment naviguer dans un environnement politique interne et régional complexe. Relations avec Omar Bongo, les relations entre le Gabon et le Congo-Brazzaville, et entre Bongo et Sassou Nguesso personnellement, étaient un mélange de proximité géographique et culturelle, des liens ethniques forts existent entre les populations des deux pays, de coopération économique potentielle, mais aussi de méfiance et de rivalité latente entre deux dinosaures politiques aux systèmes idéologiques alors différents, le libéralisme pro-occidental de Bongo face au marxisme affiché de Sassou. Maintenir de bonnes relations avec le voisin gabonais, plus stable et plus riche, grâce au pétrole, était un impératif stratégique pour Sassou Nguesso. Ambition régionale et dynastique, Sassou Nguesso, comme Bongo, pensait en termes de pouvoir durable et d'influence régionale. Lier sa famille à celle du puissant président gabonais par le mariage de sa fille représentait une opportunité stratégique majeure. Aux sécurisations d'une alliance, cela transformerait une relation de voisinage potentiellement fluctuante en une alliance familiale solide, garantissant un soutien mutuel, ou au moins une neutralité bienveillante, en cas de difficultés internes ou externes. Au accès à l'influence et au réseau, un gendre comme Omar Bongo ouvrait des portes considérables sur le plan diplomatique, notamment vis-à-vis de la France, et économique. Au renforcement du prestige, un tel mariage rehaussait le statut de Sassou Nguesso et de sa famille sur la scène régionale et internationale. Aux considérations dynastiques, comme beaucoup de dirigeants africains, Sassou Nguesso pensait probablement à la pérennité de son influence et à la position de sa famille. Placer sa fille comme première dame du Gabon était un coup de maître dynastique. Dans cette perspective, Edith Lucie, sa fille instruite et bien élevée, devenait un atout précieux dans le jeu diplomatique et familial. 3. Edith Lucie Sassou Nguesso, la princesse éduquée, gage de l'alliance. Née en 1964, Edith Lucie Bongo Ondimba, son nom après mariage, était bien plus qu'une simple fille de président. Au moment de sa rencontre avec Omar Bongo, elle était une jeune femme d'environ 25 ans, déjà diplômée en médecine et spécialisée en pédiatrie. Une formation solide, son parcours académique contrastait avec l'image parfois frivole associée à certaines premières dames. Elle était décrite comme intelligente, cultivée et possédant une réelle compétence professionnelle. Cette formation lui conférait une stature et une crédibilité propres. Personnalité et image, les témoignages la décrivent comme une personne élégante, discrète mais dotée d'une forte personnalité, consciente de son rang mais également soucieuse des questions sociales, comme en témoignera plus tard son engagement dans la lutte contre le sida. Elle semblait posséder la grâce et le sérieux nécessaires pour assumer le rôle exigeant de première dame aux côtés d'un homme beaucoup plus âgé et au caractère affirmé. Quelle agence personnelle ? La question de son propre consentement et de ses sentiments dans cette affaire reste largement spéculative. Dans les sociétés africaines, et ailleurs, les mariages au sein des élites dirigeantes impliquent souvent une part importante de devoir familial et d'arrangement politique. Il est probable qu'Edith Lucie ait été consciente des enjeux et des attentes placées en elle par son père et sa famille. Que la perspective d'épouser le puissant président gabonais l'ait séduite, effrayée, ou qu'elle l'ait accepté comme un devoir filial est impossible à déterminer avec certitude. Cependant, son éducation et sa personnalité suggèrent qu'elle n'était pas une simple marionnette passive, même si sa marge de manœuvre était probablement limitée par les volontés paternelles et les raisons d'État. Elle représentait donc, pour Omar Bongo, une épouse potentielle idéale, jeune, belle, issue d'une lignée présidentielle alliée, éduquée, et paraissant capable d'apporter dignité et stabilité à la fonction de première dame. 4. La rencontre et l'introduction, une affaire de sommet et de pair. Comment ces deux personnes, séparées par plus de 30 ans et les complexités de la politique régionale, se sont-elles rencontrées ? Les détails précis restent confidentiels,
relevant des secrets d'alcôve présidentielle. Cependant, le scénario le plus plausible, corroboré par la logique politique et les récits officieux, pointe vers une introduction soigneusement orchestrée par le principal intéressé à cette alliance, Denis Sassou Nguesso. Le rôle clé de Sassou Nguesso, il est quasi certain que l'initiative est venue du président congolais. Conscient des avantages d'une telle union, il aurait cherché ou créé l'opportunité de présenter sa fille au président gabonais dans des circonstances favorables. Le cadre probable, sommets régionaux ou visites officielles, les rencontres entre chefs d'État africains sont fréquentes lors de sommets régionaux, CEAC, OUA à l'époque, ou de visites bilatérales. Ces événements offrent un cadre idéal pour des introductions plus personnelles en marge des discussions officielles. Il est fort probable que la première rencontre ait eu lieu lors d'un de ces rassemblements, où Sassou Nguesso aurait pu arranger une présentation formelle ou informelle entre sa fille et son homologue gabonais. Une introduction calculée, on peut imaginer une scène lors d'une réception officielle ou d'un dîner privé. Sassou Nguesso présentant sa fille, médecin, au président Bongo. Une conversation s'engage, où la jeunesse, l'intelligence et l'élégance d'Edith Lucie ne manquent pas de faire impression sur le président gabonais, peut-être déjà informé des intentions de son homologue congolais. Intermédiaire potentiel ? Bien que Sassou Nguesso ait été le moteur principal, il est possible que d'autres intermédiaires aient joué un rôle discret pour faciliter le rapprochement. Aux conseillers politiques, des proches collaborateurs des deux présidents, conscients des enjeux stratégiques, ont pu œuvrer en coulisses. Aux figures de la France-Afrique ? Compte tenu des liens étroits des deux présidents avec Paris, il n'est pas impossible que des personnalités françaises, politiques, hommes d'affaires influents comme Jean-Christophe Mitterrand ou certains réseaux, aient encouragé ou facilité cette alliance, y voyant un gage de stabilité dans une région clé. Aux membres des familles, d'autres membres des familles Sassou Nguesso ou Bongo ont pu servir de relais. Le rejet de la pure coïncidence, l'idée d'une rencontre fortuite ou d'une romance née spontanément semble hautement improbable compte tenu du contexte, de l'âge des protagonistes et des enjeux politiques colossaux. Tout pointe vers une stratégie délibérée de rapprochement initiée par Sassou Nguesso et accueillie favorablement par Omar Bongo. La rencontre ne fut donc probablement pas un coup de foudre romantique au sens traditionnel, mais plutôt la première étape d'un processus politique et dynastique où les sentiments personnels, s'ils existaient, étaient secondaires par rapport aux intérêts supérieurs des deux présidences. De la rencontre au mariage, négociations, cours et décisions. Une fois le premier contact établi et l'intérêt mutuel, au moins politique, confirmé, le processus menant au mariage s'est probablement enclenché assez rapidement, même si la nécessité des discussions et des arrangements entre les deux familles et les deux États. Une courbe accélérée, il est peu probable qu'il y ait eu une longue période de cours traditionnelle. Compte tenu du statut des protagonistes et de la nature arrangée de l'union, les étapes ont dû être accélérées. Cela n'exclut pas des rencontres ultérieures, peut-être plus discrètes, pour permettre aux futurs époux de se connaître un peu mieux, mais le cadre restait largement défini par les impératifs politiques. Discussions entre présidents, les véritables négociations ont dû avoir lieu au plus haut niveau, directement entre Omar Bongo et Denis Sassou Nguesso. Ces discussions auraient porté sur les modalités de l'union, les garanties politiques mutuelles, le rôle futur d'Edith Lucie, et peut-être même des aspects financiers ou économiques liés à l'alliance, bien que cela reste spéculatif. C'était un accord entre deux chefs d'État autant qu'un accord de mariage. Le consentement des familles et de l'intéressé, bien que les décisions finales appartinssent aux deux présidents, l'assentiment formel des familles élargies a dû être obtenu, conformément aux traditions africaines. Le consentement d'Edith Lucie, comme mentionné précédemment, fut probablement une acceptation de son devoir et de la volonté paternelle, peut-être mêlée d'une certaine appréhension ou curiosité face à son destin exceptionnel. L'énorme différence d'âge, plus de 30 ans, fut certainement un sujet de discussion, mais pas un obstacle insurmontable dans ce type d'union arrangée au sommet. La logique imparable de l'alliance, pour les deux parties, les avantages l'emportaient largement sur les inconvénients potentiels. Pour Bongo, une épouse jeune, belle, éduquée, issue d'une famille présidentielle alliée, capable de lui donner d'autres héritiers et de rehausser son image. Une alliance stratégique avec le Congo. Pour Sassou Nguesso, un gendre puissant et influent, une alliance sécurisant sa frontière ouest,
une influence accrue à Libreville et potentiellement à Paris, une position prestigieuse pour sa fille. Haut pour la région et la France, un gage de stabilité et de coopération entre deux pays clés d'Afrique centrale. La décision fut donc prise, scellant le destin d'Édith Lucie et renforçant les liens entre les deux régimes. 6. Le mariage, célébration d'une union dynastique 1989 sur 1990. Le mariage fut célébré avec le faste dû à une union entre deux familles présidentielles. Bien que les détails précis de la cérémonie soient peu documentés publiquement, on peut imaginer un événement majeur, probablement à Libreville ou peut-être partagé entre les deux capitales. Date. La date exacte est souvent citée comme étant le 4 août 1990, bien que certaines sources mentionnent 1989. Quoi qu'il en soit, cela se situe dans cette période charnière de la fin de la guerre froide et des débuts des transitions démocratiques, parfois forcées, en Afrique. Un événement d'État, le mariage ne fut pas une simple affaire privée, mais un événement d'État, avec la présence probable de nombreuses délégations étrangères, de chefs d'État de la région, de dignitaires français, et de toute l'élite politique et économique des deux pays. C'était une démonstration de puissance et d'unité. Symbolisme, la cérémonie elle-même a dû être riche en symboles, mêlant traditions africaines et protocoles modernes. Elle célébrait l'union de deux individus, mais surtout l'alliance de deux peuples, de deux nations, et de deux dynasties présidentielles. Le début d'une nouvelle ère, pour Édith Lucie, le mariage marquait le début de sa vie publique en tant que première dame du Gabon. Un rôle qu'elle assumera avec une dignité et une discrétion remarquées, s'investissant notamment dans les causes sociales et sanitaires, loin de l'exubérance de certaines de ses homologues. Elle deviendra une figure respectée, bien que toujours dans l'ombre de son mari et de son père. Le mariage était consommé, l'alliance politique scellée par les liens du sang et de la famille. Conclusion, un calcul politique au service des dynasties. L'histoire de la rencontre et du mariage d'Omar Bongo et d'Édith Lucie Sassou Nguesso est une illustration fascinante de la manière dont les stratégies politiques et les ambitions dynastiques peuvent façonner les destins personnels au plus haut niveau de l'État en Afrique. Loin d'être une romance née du hasard, leur union apparaît comme le fruit d'une démarche calculée, initiée et orchestrée principalement par Denis Sassou Nguesso, et accueillie favorablement par un Omar Bongo en quête de stabilité, de prestige et d'une alliance régionale solide. La rencontre, probablement arrangée lors d'un sommet ou d'une visite officielle, a ouvert la voie à des négociations rapides entre les deux chefs d'État, où les considérations géopolitiques et les avantages mutuels ont primé sur toute autre considération, y compris l'importante différence d'âge. Pour Sassou Nguesso, c'était l'occasion de sécuriser un allié puissant et d'étendre son influence. Pour Bongo, c'était l'opportunité de consolider son pouvoir, de renforcer son image et de s'assurer une première dame à la hauteur de son statut. Pour Édith Lucie, ce fut probablement l'acceptation d'un destin exceptionnel dicté par la raison d'État et le devoir filial. Leur mariage, célébré en grande pompe, fut moins la célébration d'un amour naissant que la consécration d'une alliance stratégique entre deux des régimes les plus durables et les plus influents d'Afrique centrale. Il rappelle une époque où les liens personnels entre dirigeants, scellés par le mariage, constituaient un outil diplomatique essentiel dans le jeu complexe du pouvoir régional et des réseaux de la France-Afrique. L'histoire d'Omar Bongo et d'Édith Sassou est donc bien plus que l'histoire d'un couple, c'est une page significative de l'histoire politique de l'Afrique centrale, où l'intime et le politique se sont rencontrés au sommet. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez vos idées, vos réflexions, vos espoirs dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est précieux et enrichit le débat. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, pour montrer votre soutien à cette vision d'une Afrique maîtresse de son destin. Et bien sûr, abonnez-vous à Planète Info TV, pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses percutantes sur les enjeux qui façonnent notre monde, et plus particulièrement le continent africain.